La Coupe d'Afrique des Nations ne se résume pas uniquement à ce qui se passe sur la pelouse. Bien au contraire, cette compétition est aussi un théâtre d'émotions, de passion, de débordements parfois, et d'histoires qui dépassent largement le cadre du football. On parle souvent de l'intensité du jeu, du talent des joueurs ou de la qualité des infrastructures, mais la CAN, c'est avant tout une expérience globale, humaine, culturelle, presque sociologique. Certains observateurs ont pu affirmer que l'édition organisée au Maroc manquerait de cette dimension si particulière, de ce folklore qui fait l'âme du football africain. Sous prétexte que les stades sont modernes, que l'organisation est maîtrisée, que tout semble trop lisse, trop cadré. Une critique qui, avec le recul, apparaît non seulement infondée, mais totalement déconnectée de la réalité du terrain. Car ce que nous avons vu ces derniers jours prouve exactement le contraire. La ferveur, la démesure, la passion et parfois même l'excès sont bel et bien au rendez-vous. Et s'il fallait un exemple frappant pour illustrer cette intensité propre au football africain, il se trouve du côté du Gabon. Un épisode qui, à lui seul, résume à quel point cette compétition peut dépasser le cadre sportif et basculer dans une autre dimension. Sur le plan purement footballistique, le parcours de la sélection gabonaise dans cette Coupe d'Afrique des Nations a été particulièrement compliqué. Les Panthères n'ont pas réussi à trouver la moindre victoire, ni même à décrocher le moindre point. Une campagne difficile marquée par des prestations en deçà des attentes, surtout au regard du potentiel et des espoirs placés dans cette équipe avant le début du tournoi. L'élimination était déjà un coup dur, mais ce qui a suivi a largement dépassé le simple cadre d'une élimination sportive. Car la réaction des autorités gabonaises, et plus précisément celle du ministre des Sports, a pris une ampleur totalement inattendue. Une prise de parole rare, d'une fermeté et d'une virulence inhabituelle qui a surpris bien au-delà des frontières du pays. On parle ici d'une réaction institutionnelle d'une intensité rarement observée dans le football africain contemporain. Il faut le souligner, ce type de sortie publique, aussi frontale, aussi lourde de sens, est exceptionnel. Elle témoigne à la fois de la frustration immense suscitée par cette élimination, mais aussi de la place qu'occupe le football dans l'imaginaire collectif et politique du pays. Car au-delà du sport, c'est une question d'image, de fierté nationale et de responsabilité qui est soulevée. Ce qui s'est produit après l'élimination du Gabon marque clairement un tournant. On a rarement vu une telle réaction officielle à ce niveau de compétition. Une séquence qui restera sans doute comme l'un des épisodes les plus marquants et les plus commentés de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est précisément là que l'on mesure toute la singularité de cette compétition. Imprévisible, intense, parfois excessive, mais toujours profondément passionnée. Une CAN qui, une fois encore, prouve qu'elle ne se limite jamais à ce qui se joue sur le rectangle vert. Dès les premières lignes du communiqué officiel, le ton est donné. Le vocabulaire est dur, frontal, presque brutal. L'expression utilisée, prestation déshonorante, ne laisse aucune place à l'interprétation. Dès l'entame, les autorités gabonaises posent un jugement extrêmement sévère sur la performance de leur sélection nationale. On n'est plus dans la critique mesurée, ni même dans l'analyse sportive. On est dans la condamnation publique. Et ce n'est que le début. Car très rapidement, le communiqué prend une tournure beaucoup plus lourde de conséquences. Le texte évoque des atteintes aux valeurs d'éthique, d'exemplarité et de responsabilité, des mots forts, habituellement réservés à des situations graves dépassant le cadre du simple sport. À ce stade, on comprend déjà que la réaction ne sera pas symbolique. Elle sera concrète, radicale et surtout inédite. Puis vient l'annonce qui marque une véritable rupture, la dissolution du staff technique. À ce moment précis, on pourrait encore se dire que la décision reste dans un cadre relativement classique. Après tout, dans le football de haut niveau, lorsqu'une équipe enchaîne les contre-performances, le staff est souvent le premier à en payer le prix. Ce n'est ni nouveau ni choquant en soi. Le parcours du Gabon dans cette compétition. Aucune victoire, aucun point glané, des défaites lourdes, dont un match perdu après avoir pourtant mené au score, pouvait difficilement rester sans conséquence. D'un point de vue purement sportif,
Cette décision pouvait même sembler logique. Les limites du staff étaient apparues bien avant cette CAN. Certains observateurs l'avaient déjà souligné lors des matchs de qualification, notamment face au Maroc, où les carences tactiques et organisationnelles étaient apparues de manière flagrante. Ce jour-là, le Gabon avait été dépassé, notamment sur des phases arrêtées, révélant un manque criant de préparation et d'anticipation. En ce sens, le constat dressé aujourd'hui ne tombe pas du ciel. Mais là où la situation bascule dans quelque chose de totalement inédit, c'est lorsque le communiqué va bien au-delà du staff technique. Car ce n'est pas seulement l'encadrement qui est sanctionné, c'est l'ensemble de l'équipe nationale qui se retrouve suspendue. Une décision radicale, presque inimaginable à ce niveau de compétition. La sélection nationale du Gabon, dans son intégralité, se voit ainsi mise à l'arrêt, suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pas de calendrier, pas d'échéance, pas de perspective claire. Une mise à l'écart pure et simple, un acte d'une rare brutalité institutionnelle. À ce stade, on ne parle plus de sanctions sportives classiques, mais d'un geste politique fort, symbolique, presque punitif. Et c'est là que l'on prend pleinement la mesure de l'événement. Une telle décision prise par les autorités gouvernementales est quasiment sans précédent dans l'histoire récente du football africain. Jamais, ou presque, on n'avait vu un État dissoudre de facto son équipe nationale à la suite de résultats sportifs jugés insuffisants. Même dans les périodes les plus sombres, même après des éliminations douloureuses, ce genre de mesure restait exceptionnel. D'autant plus que, sur le plan réglementaire, une telle décision soulève de nombreuses questions. La suspension d'une sélection nationale ne relève pas d'un simple décret politique. Elle engage des règles internationales, des cadres, définis par les instances du football mondial. Et c'est précisément là que le malaise s'installe, car une intervention aussi directe du pouvoir politique pose un problème majeur de conformité aux règlements en vigueur. En clair, cette décision n'est pas seulement sévère, elle est aussi juridiquement contestable, et c'est ce qui rend l'affaire encore plus explosive. On a le sentiment d'assister à une réaction à chaud, émotionnelle, presque impulsive, face à une humiliation sportive vécue comme un affront national. Jamais, ou presque, on n'avait vu une telle sévérité appliquée de cette manière. Une réaction qui dépasse le cadre du football, qui interroge la gouvernance sportive du pays et qui risque d'avoir des répercussions bien au-delà du terrain. C'est précisément pour cela que cet épisode marque un tournant. Non seulement pour le football gabonais, mais pour l'ensemble du continent. Car il pose une question fondamentale. Jusqu'où peut aller un État lorsqu'il s'agit de sanctionner ses représentants sportifs? Et à quel moment la ligne entre exigence de performance et dérive autoritaire est-elle franchie? Et comme si tout cela ne suffisait pas, les annonces se sont poursuivies. Et là, on a clairement basculé dans une autre dimension. Car après la dissolution du staff et la suspension pure et simple de la sélection, les sanctions individuelles sont venues s'ajouter à la liste. Et à ce moment précis, on comprend que l'on n'est plus face à une simple réaction à chaud, mais à une véritable démonstration d'autorité. La mise à l'écart de certains joueurs majeurs, et notamment celle de Pierre-Emerick Aubameyang, marque un tournant. Une décision lourde de sens, presque incompréhensible au regard de la réalité sportive. Car lorsqu'on se penche objectivement sur les faits, une question s'impose immédiatement. Que reproche-t-on exactement à Aubameyang? Quel manquement précis justifie une telle sanction? Sur le plan sportif, difficile de lui imputer la responsabilité de l'échec collectif. Il n'a disputé qu'un nombre très limité de rencontres, il a marqué lors du seul match où il a été titularisé, et il n'a jamais eu la possibilité d'enchaîner ou de réellement peser sur le tournoi. On ne peut pas lui demander d'être à la fois attaquant, meneur de jeu, défenseur central et gardien de but. Le football reste un sport collectif, et aucune individualité, aussi forte soit-elle, ne peut compenser à elle seule les lacunes d'un ensemble. Cette décision soulève donc une incompréhension profonde. Elle interroge sur les véritables motivations de cette mise à l'écart et laisse planer un sentiment d'injustice difficile à balayer. D'autant plus que, dans le même temps, les autorités appellent la Fédération gabonaise de football à prendre ses responsabilités, dans une forme de pression institutionnelle rarement observée à ce niveau.
On sent clairement la volonté de désigner des responsables, de faire des exemples, quitte à frapper fort, très fort. Et c'est précisément ce qui rend la situation presque irréelle. Car ce que l'on observe ici dépasse largement le cadre sportif. On assiste à une forme de bras de fer entre pouvoir politique et institutions footballistiques, avec des joueurs pris en étau au milieu. Une situation qui marque un tournant, non seulement pour le football gabonais, mais pour l'image même de la gestion sportive sur le continent. Ce qui frappe le plus, c'est le caractère inédit de cette séquence. Jamais ou extrêmement rarement, on avait vu une sélection nationale être ainsi publiquement désavouée, sanctionnée, presque dissoute dans son ensemble, à la suite d'une élimination. Et ce, alors même que le Gabon reste une nation respectée sur la scène africaine, un pays qui a déjà accueilli de grandes compétitions et qui possède une histoire footballistique loin d'être anodine. Le contraste est d'autant plus saisissant que cette équipe était encore récemment en position favorable pour les qualifications à la Coupe du Monde. En quelques semaines, tout s'est effondré. Comme si l'on avait appuyé sur un bouton d'arrêt d'urgence, sans nuance, sans transition, sans ménagement. Mais au-delà de ces décisions spectaculaires, un autre problème majeur vient assombrir le tableau, celui de l'arbitrage. Car si les choix institutionnels interpellent, certaines prestations arbitrales observées durant la compétition soulèvent de véritables inquiétudes. Et il faut le dire clairement, le niveau d'arbitrage a parfois été indigne de l'événement. Il ne s'agit pas ici de chercher des excuses ou de minimiser les responsabilités des équipes. Mais lorsqu'on observe certaines rencontres, on ne peut que s'interroger. Des décisions incohérentes, des fautes manifestes non sanctionnées, des interventions dangereuses laissées impunies. À plusieurs reprises, l'intégrité physique des joueurs a semblé reléguée au second plan. L'exemple le plus frappant reste ce match où un joueur subit un tacle d'une violence extrême, pris en tenaille, jambes bloquées, sans que la moindre sanction ne soit prononcée. Pas même un avertissement. Une situation qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait immédiatement conduit à une expulsion, voire à une suspension. Là, rien. Silence total. Et c'est précisément ce genre de décision qui pose problème, car elles envoient un message dangereux. Elles donnent l'impression que tout est permis, que l'intégrité des joueurs peut être sacrifiée au nom du spectacle ou de l'intensité. Et dans ces conditions, comment s'étonner ensuite que certains joueurs, binationaux notamment, hésitent à s'engager pleinement avec leur sélection d'origine? On ne peut pas à la fois réclamer l'excellence, la loyauté et l'engagement total, tout en fermant les yeux sur des dysfonctionnements aussi graves. À ce niveau, il ne s'agit plus seulement de football, mais de crédibilité, de sécurité et de respect. Ce qui se joue ici dépasse largement un tournoi. C'est une question de gouvernance, de responsabilité et de vision à long terme. Et si cette Coupe d'Afrique des Nations restera dans les mémoires, ce ne sera pas uniquement pour ce qui s'est passé sur le terrain, mais pour tout ce qu'elle a révélé en dehors. Et c'est précisément là que se situe le véritable problème. Il est là, sous nos yeux, évident, presque criant. Le cœur du malaise est là. Il ne s'agit plus seulement de décisions isolées, de faits de jeu ou de polémiques passagères. On parle désormais d'un climat global, d'un contexte qui pose question et qui, à terme, peut avoir des conséquences profondes sur l'avenir du football africain. Imaginez un instant la situation du point de vue d'un joueur binational. Un jeune formé en Europe, qui hésite encore sur le choix de sa sélection nationale. Il observe, il analyse, il regarde ce qui se passe. Et ce qu'il voit, ce sont des compétitions où l'arbitrage est parfois incohérent, des décisions lourdes de conséquences prises sans réelle transparence, et des environnements instables où l'institutionnel semble souvent prendre le pas sur le sportif. À ce moment-là, la question se pose naturellement. Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi choisir une sélection où l'on peut être exposé à ce genre de situation, où un match peut basculer non pas sur un détail de jeu, mais sur une décision incompréhensible, une erreur d'arbitrage manifeste ou un dysfonctionnement structurel? Comment convaincre un joueur formé dans des championnats très encadrés, habitué à une certaine rigueur, à s'engager dans un contexte aussi incertain? C'est là que le bât blesse. Et c'est pour cette raison que le sujet dépasse largement le simple cadre de cette compétition. Car au final, ce sont les choix de carrière,
l'image du football africain et sa crédibilité internationale qui sont en jeu. À un moment donné, il faut avoir le courage de poser la question sans détour. Faut-il repenser en profondeur le système d'arbitrage? Faut-il ouvrir davantage la porte à des arbitres internationaux venus d'autres continents, le temps de remettre de l'ordre, d'élever les standards et de restaurer la confiance? Ce n'est pas une remise en cause du talent des arbitres africains, car il y en a incontestablement. Mais il faut reconnaître que le niveau d'exigence d'une grande compétition continentale impose une rigueur absolue, sans approximation. Car lorsque l'arbitrage devient un facteur déterminant au point de fausser des rencontres, ce n'est plus seulement un problème sportif. C'est l'ensemble de la compétition qui perd en crédibilité. Et à terme, ce sont les joueurs eux-mêmes qui en paient le prix, que ce soit physiquement, mentalement ou dans leur choix de carrière. Les exemples récents sont malheureusement nombreux. Des situations où des fautes évidentes ne sont pas sanctionnées. Des interventions dangereuses laissées sans conséquence. Des décisions qui varient d'un match à l'autre, sans logique apparente. Et parfois des dysfonctionnements techniques, comme une assistance vidéo qui tombe en panne précisément au moment où elle devrait intervenir. Prenons ce cas précis où une main évidente dans la surface n'est pas sanctionnée, simplement parce que le système d'assistance vidéo ne fonctionne pas à cet instant-là. Ce genre de situation est tout simplement inacceptable à ce niveau de compétition. Non seulement cela fausse le résultat sportif, mais cela mine la crédibilité de l'ensemble du tournoi. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres équipes, comme la Tunisie, ont également payé le prix de décisions arbitrales contestables. Des situations qui auraient pu et dû déboucher sur des sanctions disciplinaires lourdes, mais qui ont été ignorées. Là encore, ce n'est pas une question de favoritisme ou de complot, mais bien de cohérence et de professionnalisme. Car au final, le problème est systémique. Ce n'est pas un arbitre, ni un match, ni une équipe. C'est l'ensemble d'un dispositif qui montre ses limites. Et tant que ces dysfonctionnements ne seront pas corrigés en profondeur, tant que les instances ne prendront pas la mesure de l'enjeu, le football africain continuera de se tirer une balle dans le pied. Le paradoxe, c'est que le talent est là. Le potentiel est immense. Les joueurs africains brillent partout dans le monde. Mais sur leur propre continent, ils évoluent aussi parfois dans des conditions qui ne sont pas à la hauteur de leur niveau ni de leur engagement. Et c'est précisément pour cela que le débat doit être posé, calmement mais fermement. Non pas pour critiquer gratuitement, mais pour faire avancer les choses. Parce que le football africain mérite mieux. Et parce que, sans une remise en question profonde, ce sont toujours les mêmes qui paieront le prix fort. Et puis, il y a ce dernier point, celui qui cristallise absolument toutes les critiques, celui qui résume à lui seul les dérives que l'on observe depuis le début de la compétition. L'arbitrage, encore une fois, toujours lui. Et cette fois, l'exemple est tellement parlant qu'il en devient presque symbolique de tout ce qui ne va pas. Prenons ce match, cette séquence précise, cette action qui aurait pu et dû changer le cours de la rencontre. Une action limpide, claire, sans ambiguïté. Une intervention dangereuse, engagée, avec un contact évident. Sur cette situation, il n'y a normalement pas de débat possible. Le geste mérite une sanction lourde. Et pourtant, la décision prise sur le terrain est incompréhensible. La première faute, déjà, mérite discussion. Le tacle est appuyé, le contact est violent, la cheville est clairement touchée. Dans n'importe quelle compétition de très haut niveau, cette action est immédiatement sanctionnée. Et pourtant, l'arbitre choisit de ne pas sortir le carton rouge. Il temporise. Il laisse jouer. Jusque-là, on pourrait encore admettre une interprétation, une marge d'erreur humaine, même si elle est déjà difficilement justifiable. Mais là où la situation devient totalement incohérente, c'est dans la suite de l'action. Car malgré cette faute non sanctionnée, le jeu se poursuit, et la Tunisie conserve la possession. L'action se développe, devient dangereuse, se transforme en véritable opportunité de but. Et c'est précisément à ce moment-là que l'arbitre décide d'interrompre le jeu pour revenir à la faute initiale. C'est là que le raisonnement ne tient plus. Soit on siffle immédiatement et on sanctionne, soit on applique l'avantage comme le stipulent les lois du jeu. Mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas laisser jouer, constater que l'action devient dangereuse, puis revenir en arrière comme si de rien n'était.
Ce genre de gestion approximative est tout simplement inacceptable à ce niveau de compétition, et c'est précisément ce type de décision qui alimente le sentiment d'injustice. Non pas parce qu'une équipe aurait été volontairement favorisée ou lésée, mais parce que l'arbitrage donne l'impression de naviguer à vue, sans ligne directrice claire, sans cohérence. Et dans le football moderne, cela ne pardonne pas. Le plus inquiétant, c'est que ce genre d'erreur n'est pas isolé. On retrouve les mêmes schémas d'un match à l'autre, les mêmes hésitations, les mêmes incohérences. Ce n'est plus un incident, c'est une tendance. Et lorsqu'une compétition de ce niveau accumule ce type de dysfonctionnement, c'est toute sa crédibilité qui est remise en question. On peut bien sûr relativiser et dire que l'erreur fait partie du jeu, que les arbitres sont humains. C'est vrai. Mais il y a une différence fondamentale entre une erreur ponctuelle et un manque de maîtrise globale. Ce que l'on observe ici relève davantage de la seconde catégorie. Et ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que ces décisions peuvent avoir des conséquences sportives majeures. Un carton rouge non distribué, un penalty non sifflé, une action interrompue au mauvais moment. Ce sont parfois des qualifications qui se jouent, des carrières qui basculent, des trajectoires qui changent. Dans ce contexte, il devient difficile de demander aux joueurs de rester concentrés, lucides, disciplinés, lorsque les règles semblent de fluctuer d'un match à l'autre. Comment exiger une exemplarité totale des acteurs de terrain quand l'arbitrage lui-même manque de constance? Et c'est précisément pour cela que ce débat dépasse largement le cadre d'un simple match ou d'une simple compétition. Il touche à la crédibilité globale du football africain, à sa capacité à se structurer, à se professionnaliser, à inspirer confiance. Car au fond, ce que tout le monde souhaite, c'est la même chose. Un football juste, cohérent, respecté. Un football où le résultat se joue sur le terrain, pas dans l'interprétation approximative d'une règle. Un football à la hauteur du talent immense qu'il abrite. Et tant que ces questions ne seront pas traitées avec sérieux et courage, tant que les instances ne prendront pas pleinement la mesure de leurs responsabilités, ce sentiment de frustration continuera de planer. Non pas par manque de passion, elle est immense, mais parce que le potentiel du football africain mérite infiniment mieux que ce qu'on lui offre parfois.